Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de SQL Server Data Tools. Donc, les Data Tools, c'est l'outillage que propose SQL Server pour le développeur. Et on va voir que c'est l'outillage qui est proposé aussi bien pour le développeur base de données que pour le développeur BI. Alors, la partie BI est arrivée relativement tardivement par rapport à la partie database. Tout simplement, Microsoft a scindé le cycle de développement des deux outils et on va voir que aujourd'hui, on a l'intégralité de la suite à notre disposition. Tout d'abord, je tiens à remercier les différents sponsors, donc bien évidemment Microsoft, mais également les sponsors Gold et les sponsors Silver. Et je vais vous faire une rapide présentation de notre entreprise, Expaseo, qui a depuis une semaine 5 ans. C'est un partenaire historique des JSS, puisqu'on a été sponsor depuis le premier jour des JSS, depuis leur naissance. On est un cabinet de conseil technologique spécialisé autour des nouvelles technologies Microsoft. On est également éditeur de logiciels, notamment dans le monde médical. Et on est organisme de formation pour faire des formations internes autour aussi bien de SQL Server que de l'ensemble des technologies Microsoft. Quelques clients qui nous font confiance, le groupe Bolloré, la SNCF, le groupe Bouygues, le groupe Ener, donc essentiellement des grands comptes. On propose autour de SQL Server différentes choses, notamment des solutions packagées autour d'audit SQL Server, donc, qui permettent d'avoir un budget maîtrisé. Des solutions de maintenance et d'optimisation, notamment pour les fermes de serveurs SQL, pour les personnes qui ont plusieurs serveurs SQL, avoir des remontées centralisées. Également des solutions ad hoc qui sont adaptées à votre besoin et avec, en général, du transfert de compétences vers vos équipes. Voilà un petit peu pour la présentation de notre société. Un petit agenda de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que SQL Server Data Tools? On fera un petit tour de l'outil rapidement, histoire de voir les différentes choses. Un tour d'horizon des fonctionnalités de base, avec notamment les nouveautés qui sont apparues avec la dernière version qui date de novembre, donc qui n'est pas si vieille que ça. La création et le déploiement d'un DAC Pack avec notamment une problématique phare qui est relativement fréquente en fait chez les clients, c'est la gestion des références croisées. En fait, quand vous avez une base de données qui fait appel à une autre base de données et inversement, et la problématique de construire en fait notre solution autour de ces références croisées. Enfin, pour les gens qui sont venus pour SQL Server Data Tools, mais version BI, je vous ferai un petit topo sur les évolutions BI, donc de SQL Server Data Tools, et on verra une petite démo sur la création d'un rapport, rapidement, avec la création d'un composant qu'on a fait pour l'occasion. Donc, SQL Server Data Tools, c'est l'outil du développeur de base de données. C'est ce dont il faut se souvenir. Il est intégré avec Team Foundation Server, ce qui fait que vous avez tout loisir de conserver en fait votre base de données et de conserver les versions, donc de gérer le versionning pour tous ceux qui sont allés voir les concepts d'agilité et de méthodologie. C'est typiquement la problématique à laquelle s'adresse SQL Server Data Tools. Et depuis avril 2014, SQL Server Data Tools, c'est également SQL Server Data Tools BI pour Visual Studio 2003. Alors ça existait avant pour 2013, pardon. Ça existait bien évidemment avant pour Visual Studio 2010, puis 2012, puis 2013. Et c'est le successeur de BIDS en fait, de BI Development Studio. Un petit tour d'horizon des fonctionnalités de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grande nouveauté depuis juillet, c'est le support des bases SQL Server 2014 et plus récemment Azure.
Autrement dit, vous avez le support direct du déploiement des DAC-Pack sur Azure aujourd'hui. La comparaison de schémas de données, c'est l'une des features peut-être les plus intéressantes au départ des SQL Server Data Tools historiquement. La comparaison des données, alors attention à la comparaison des données, elle est relativement limitée parce qu'il faut savoir que ça nécessite une clé primaire commune entre les deux tables que vous allez comparer. Et le développement de requêtes, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un développeur, lorsqu'il développe pour SQL Server, on va privilégier pour lui le développement dans SQL Server Data Tools. On va voir qu'il y a un ensemble d'outils qui sont vraiment adaptés aux développeurs, plutôt que dans Management Studio, qui est vraiment développé pour le database administrator. Donc véritablement une scission des deux outils, un outil pour le DBA, un outil pour le database développeur. Donc on va faire un petit tour de... Donc voici, on est dans Visual Studio, pour ceux qui connaissent Visual Studio. Et là, j'ai créé une solution de type base de données. Donc pour cela, c'est tout simple, c'est un nouveau projet de type SQL Server Database Project. Vous voyez qu'à ce niveau-là, j'ai la possibilité de le mettre dans le source control, donc véritablement d'être intégré avec TFS. Au niveau de l'explorateur de serveur, je vais pouvoir récupérer toutes mes connexions. Par exemple, ici, j'ai une base de données que j'ai préparée pour l'occasion. Donc, j'ai la possibilité de voir qu'à l'intérieur, il y a une magnifique table. Petite nouveauté qui est apparue avec la version récente des serveurs, des Data Tools. Vous avez la possibilité de voir les données des tables et d'avoir les éléments de filtre en fonction de ce que vous souhaitez. Par exemple, là ici, je veux 1000 lignes, les 1000 premières lignes, et j'ai la possibilité de dire que je souhaite celles qui sont supérieures, par exemple, à 500. Et automatiquement, il me récupère les 1000 premières lignes supérieures à 500. Donc c'est véritablement un outil en fait, qui nous simplifie la vie. Après, moi, à titre personnel, vous me verrez la plupart du temps écrire les requêtes SQL. Pour ceux qui me connaissent, je trouve ça plus pratique. Mais vous avez véritablement cette possibilité qui est fournie dans les Data Tools. De la même façon, j'ai la possibilité d'importer mon modèle de données dans mon projet de manière à pouvoir ensuite travailler et conserver les versions et les évolutions de ma base. Rien de plus simple, quand vous avez un projet qui est ouvert, vous avez la possibilité d'importer votre base. Vous allez chercher cette fameuse base de données. Donc, moi, elle est sur mon serveur local. Je l'importe dans mon projet. Automatiquement, mon projet récupère les informations. Ici, pour le schéma DBO, j'ai une table qui est la table T1. Et je peux en récupérer le script immédiatement. Donc on est bien d'accord, hein. Là, j'ai une table toute simple. Bien évidemment, sur un schéma beaucoup plus complexe, ça me permettrait d'avoir les différents schémas, donc un classement par schéma de mes objets et ma base de données qui vient à ce niveau-là. Alors,
Alors, le principe de SQL Server Data Tools, c'est certes donc de pouvoir gérer ces contrôles de code source, mais ça va être également de créer et de déployer les DAC packs. Alors, c'est un format de package pour le déploiement de bases de données SQL Server. Et la force des DAC packs, c'est de permettre une publication incrémentale. Autrement dit, ils vont être capables de générer des scripts différentiels pour gérer vos bases de données et les faire évoluer. Attention, ça a ses limites, comme toujours avec les outils de génération automatique. C'est qu'il va mettre des limites, notamment pour le risque de perte de données. Un exemple tout simple, c'est si vous supprimez une colonne dans une table qui contient des données, même si le script va le tolérer à la génération du script, si vous lancez l'automatisme de la mise à jour de la base de données, il va vous bloquer en vous disant qu'il y a un risque de perte de data. Donc ça a un côté sécurisant, ça a un côté énervant, puisque après, il va vous falloir refaire votre script, puisque le bouton de génération de script est grisé à ce moment-là et ne peut plus être généré. L'autre intérêt des DAC packs, c'est de gérer la version de la base de données. Il faut savoir qu'il y a un fichier de métadonnées à l'intérieur du DAC pack qui contient le numéro de version de votre base. C'est dans les propriétés du DAC pack que vous allez pouvoir sélectionner un numéro de version. Ce numéro de version vous permet de versionner vos bases clients, par exemple, pour un éditeur de logiciels. Et la grande nouveauté récente, c'est le fait qu'aujourd'hui, les DAC packs sont supportés par MS Build. Alors pour ceux qui connaissent toute la partie Team Foundation Server, la partie automate de génération, mais jusqu'à présent, on était obligé de séparer la partie code, à proprement parler, de la partie base de données, et on était obligé de passer des scripts de génération de base séparément. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'intégrer ça à un script de build qui va générer automatiquement votre base de données, qui va générer les scripts incrémentaux et qui va pouvoir passer des tests de base de données. Donc vous allez pouvoir tester réellement votre base de données. Un petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, ça nécessite l'installation des SQL Server Data Tools sur le serveur de build, sans quoi ça ne fonctionne pas. En fait, tout simplement, il a besoin des DLL de SQL Server Data Tools à ce jour pour fonctionner. Donc MS Build s'appuie sur ces DLL. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de créer ce fameux DAC pack, de regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Le fichier DAC pack, en fait, c'est le projet qui va le générer. Donc au niveau de votre projet, dans les propriétés, vous avez les plateformes supportées. C'est la première des choses à aller vérifier. Nous ici, on est en SQL Server 2014. Si vous souhaitez faire un produit pour Azure, vous avez qu'à sélectionner Azure. Et il fera tous les tests de vérification, que vous respectez les bonnes pratiques et les types acceptés par les différentes bases de données. Vous avez la partie sortie et le fameux DAC pack. Dans les propriétés, ici, vous avez le numéro de version de votre DAC pack, dans lequel vous allez pouvoir dire que c'est la version 1, 2, et donc avec les releases que vous voulez sortir. Vous avez un schéma par défaut pour la génération de vos nouveaux scripts. Et vous avez la possibilité de sélectionner des options de base de données par défaut. Ces options sont relativement importantes lorsque vous voulez travailler avec un autre serveur de base de données, puisqu'elles vont apparaître potentiellement lorsque vous allez faire une comparaison de schémas de données. Elles vont apparaître comme des différences. Donc pensez à vérifier ce genre d'options ou à désactiver lors de la comparaison ce type d'option pour éviter quelques désagréments. C'est toujours un peu rageant de voir les 7 anti nuls un peu partout dans vos scripts.
Vous avez la partie file group. Il faut savoir que ces éléments-là sont également stockés au niveau du script. Vous avez la possibilité de définir toute la partie stockage. Également, vous avez la partie full text search qui sera disponible dans vos scripts. Si jamais vous créez un catalogue full text dans votre base de données, ce catalogue full text sera disponible dans les scripts et vous pourrez en archiver les différentes versions et donc savoir sur quelle table, je sais pas moi, en 2013, vous étiez connecté et votre catalogue full text était indexé. Quelques éléments supplémentaires. Ce n'est pas parce qu'on est en SQL Server 2014 qu'on ne peut pas être dans une compatibilité antérieure. C'est également géré. Le niveau de compatibilité de la base de données est géré à ce niveau-là. Donc toutes ces options, c'est les propriétés de votre projet. Bien évidemment, comme j'ai importé la base de données présente sur mon serveur, il a pris en compte tous ces éléments-là pour le mettre au niveau de mon projet comme étant les options par défaut. On peut voir également qu'au niveau des propriétés de mon projet, j'ai toute la gestion du SQL CLR. Et avec la gestion du SQL CLR, donc toutes les procédures stockées que je vais vouloir mettre en .NET dans ma base. Par exemple, des fonctions de concaténation de chaînes ou des choses comme ça, qui sont relativement fréquentes. Vous avez une grande nouvelle, c'est que là aussi, vous pouvez choisir le framework .NET dans lequel est développé votre SQL CLR. Vous pouvez également créer vos propres scripts, donc C# ou VB pour faire votre SQL CLR. Et une fois que vous avez fait votre script, vous avez le SQL CLR build qui va faire que vos procédures stockées C# vont se développer, enfin vont se builder automatiquement et se mettre dans votre projet. Donc vous pouvez avoir des projets mixtes, des solutions mixtes, dans lesquelles vous allez avoir un projet C# à destination de SQL CLR, un projet de base de données, et faire référence à ce projet SQL CLR. Automatiquement, votre référence va se mettre à jour. Les build events, pour tous ceux qui connaissent Visual Studio, c'est les mêmes que pour le monde C#. C'est tout simplement la possibilité de mettre des pré-events et des post-events par rapport à l'événement de construction de votre solution. Voilà un petit peu pour les propriétés de mon projet. Ici, j'ai tout à fait la possibilité de rajouter des scripts dans ma base. Par exemple, je souhaite créer une nouvelle table. Je vais avoir la possibilité de créer ma table à ce niveau-là. Et, par exemple, d'y rajouter la notion d'identité. Et ce que je peux voir, c'est qu'automatiquement, ma solution se met à jour au fur et à mesure. Si par exemple, je réenlève la parenthèse, mon script est faux, il me met une erreur de syntaxe que je peux retrouver à tout niveau au niveau de ma solution. Autrement dit, quand, imaginons que j'ai sauvegardé ça et que j'ai fermé l'élément, tout simplement, en passant au niveau de ma solution, je vais savoir qu'il y a une erreur, qu'il y a une erreur de syntaxe dans mon script. Je double-clique dessus, il m'ouvre l'élément
et j'ai la possibilité de le modifier pour corriger mon erreur de syntaxe. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe en C#, en VB, dans tous les langages que gère Visual Studio. Ben, tout simplement, ils ont adapté le même type de comportement pour le SQL, ce qui est très intéressant pour le développeur SQL. Là, vous le voyez avec la création d'une table. C'est exactement la même chose avec la création d'une procédure stockée. Si j'ajoute une procédure stockée, cette procédure va s'ajouter dans le schéma DBO. Vous avez tout loisir de créer des sous-répertoires pour ranger vos items. C'est ce que fait SQL Server nativement au moment où il importe la base de données. Si vous avez créé vos procédures, celles-ci vont s'importer dans un élément procédure. Donc, j'ai créé ces différents éléments. J'ai la possibilité de construire la solution. Et j'ai les informations de build qui vont se mettre à jour. Bien évidemment, en cas d'erreur, il va me sortir les différentes erreurs et m'informer des problèmes. Ma base de données, je l'ai donc fait évoluer en ajoutant une table et en ajoutant une procédure. J'ai la possibilité d'aller comparer mon projet avec la base de données que j'ai créée tout à l'heure. Donc je n'ai pas là. Hop. Qui est ici. Et là, je peux me connecter à cette base. J'ai toutes mes options de comparaison à ma disposition. La possibilité de choisir avec une granularité assez fine les éléments que je souhaite comparer ou ne pas comparer. Par exemple, est-ce que je souhaite comparer tous les aspects de sécurité ou pas? Très souvent, on ne souhaite pas voir ces éléments-là dans notre comparaison de schéma. Et une fois que j'ai sélectionné mes éléments, j'ai la possibilité de faire ma comparaison. Ma comparaison lancée, il détermine que entre le projet et la base de données, il doit créer la table T2 et la procédure P1 que je viens de générer. Je peux soit les mettre à jour directement, c'est le fameux update, c'est celui que je vous déconseille d'utiliser quand vous allez vers une base de données, et notamment quand vous avez des modifications de structure. Je vous recommande le petit bouton qui est juste à côté, qui est la génération de script, parce que cette génération de script, elle fonctionne toujours. Et donc, vous obtenez un script qui est bien propre et qui vous crée les différents éléments nécessaires. Si vous utilisez le bouton Update, si jamais il y a des modifications de structure, l'update va se stopper à un certain niveau et vous aurez à refaire la comparaison si vous voulez faire la génération du script. Parce qu'il détectera en fait une désynchronisation du modèle. Là, vu la complexité des scripts, voilà. Et donc vous avez un script success. Si je recommence la comparaison, bien évidemment, il n'y a plus de différence. Donc j'ai une comparaison vierge. Donc ça, c'est la création d'un DACpack. Vous avez vu... Ah, j'ai juste oublié de vous le montrer, le petit DACpack. Quand j'ai fait mon build, au niveau de mon projet,
il m'a créé un binaire. J'étais en debug, donc il me l'a créé comme ceci. Et voilà le fameux fichier DACPAC. C'est ce fichier-là que je vais pouvoir déployer. Par exemple, en PowerShell, si vous avez un DBA qui maîtrise le PowerShell, il va pouvoir déployer directement le DACPAC et qui va générer automatiquement le script incrémental nécessaire. Alors, le DACPAC, il a la structure et des métadonnées. Non, pas les données actuelles. Alors, c'est une petite chose que je ne vous ai pas montré plus que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai montré l'outil de comparaison de schéma. Il y a un deuxième outil qui est l'outil de comparaison de données. Cet outil de comparaison de données, vous avez la possibilité de faire une comparaison, si ma mémoire est bonne. Je dois avoir un petit script à passer avant. Donc, je me mets sur une première base que j'appelle JSS 2014 Demo, dans laquelle je crée deux tables. Une table que j'appelle Demo Data Compare with PK et une que j'appelle Demo Data Compare Without PK. Donc vous voyez que celle-ci est créée sans clé primaire, l'autre est créée avec une clé primaire. Dans les deux cas, j'insère un millier de lignes. Ici, j'insère une valeur modulo 3. Dans la deuxième base, que j'appelle JSS 2014 Demo 2, je fais exactement la même chose, mais en faisant un modulo 4, de manière à ce qu'il y ait certaines données qui soient différentes. Donc, allons-y. Donc ici, ça s'est bien passé. De même. J'ai la possibilité, au niveau de ma comparaison de données, de comparer de lancer une comparaison de données entre ma table démo, entre ma base démo et démo 2. Je choisis de comparer les enregistrements différents, ceux qui sont uniquement dans la source, dans la target, etc. Il me propose les différentes tables éligibles à la comparaison. Et là, vous voyez qu'il n'y a que les Demo Data Compare with PK qui sont disponibles, ce que je vous annonçais tout à l'heure. Et vous avez la possibilité, le cas échéant, de ne choisir que certaines colonnes à comparer. Ici, je peux lancer la comparaison. Il détecte qu'il y a 7498 enregistrements différents. C'est lié à mon modulo. Et 2502 enregistrements identiques. Il me donne les informations en dessous. J'ai la possibilité de voir quels sont les enregistrements identiques ou différents, le cas échéant. Et les sélectionner pour les mettre à jour si je le souhaite. Très pratique si vous voulez vérifier qu'une base de données a évolué comme vous le souhaitiez après le passage d'un script, par exemple, et de vérifier que vos scripts de données ont bien mis à jour les bases de données référentielles, par exemple. Là, les données, c'est vraiment une comparaison base. Oui ? Une question pour en ce qui concerne la synchronisation des données possible. La synchronisation des données est totalement possible. Oui. Il prend en compte les contraintes d'intégrité, il peut planter si vos contraintes d'intégrité ne sont pas respectées, et il prend en compte les données que vous avez mises dans l'ordre dans lequel vous avez sélectionné votre comparaison. C'est-à-dire si vous comparez de la base A vers la base B, la mise à jour se fera toujours sur la base B.
Donc, j'en arrive à la gestion de mes références croisées. Alors, c'est une problématique qui, en théorie, si on a une bonne architecture, ne devrait pas arriver, puisque normalement, les bases de données doivent se référencer toujours dans le même sens. Pour autant, force est de constater que ce n'est pas toujours le cas, et quand vous débarquez sur un système d'information existant, très souvent, vous avez des références croisées entre vos bases de données SQL Server. Un exemple très classique, c'est la base de données d'archivage. Vous avez une base de données d'archivage dans laquelle vous déplacez les données qui ont un certain âge vers une base qui a sensiblement la même structure que votre base de données historique. Et le problème, c'est que dans cette base, vous avez une procédure stockée qui permet de récupérer ces fameuses données si jamais vous vous êtes trompé en archivant ou que vous avez des données à contrôler a posteriori. Ça nécessite l'utilisation de références puisque, comme vous l'avez vu, en fait, SQL Server Data Tools va vérifier l'intégrité de vos données et la cohérence de votre projet. Il va vous souligner certaines choses en rouge, parfois en warning, en bleu. Mais dans tous les cas de figure, ça va vous poser des problèmes au moment de la compilation de votre projet. Pour ça, on va pouvoir utiliser les DACPAC comme référence. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire autre chose que des références vers vos différents projets. Parce que ça, SQL Server Data Tools va nous l'interdire. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, j'ouvre un nouveau Visual Studio et je vais créer un projet de type base de données. Et JSS Cross, par exemple. Je vais importer une première base de données. Cette base de données, je l'ai créée pour vous. C'est une base de données qui contient une structure relativement simple. Elle contient une table abonnée, donc un prénom, un nom et un numéro de téléphone, et une table de communication dans laquelle j'ai une date, une durée et l'identifiant de l'abonné, afin d'identifier les communications téléphoniques émises par mon abonné. Donc typiquement ce qu'on peut retrouver dans le milieu des télécoms. J'ai également une procédure stockée qui va aller insérer des données lorsque je souhaite archiver ces données dans une deuxième base que j'ai appelée ici JSS 2014 Demo Crossref Archive. Au passage, dans ce script, j'ai plusieurs file groups et ma table de communication est partitionnée sur les différents file groups, de manière à pouvoir gérer la montée en volumétrie. Je vais ajouter à ma solution un deuxième projet. Et je vais importer la base de données d'archives. Là encore, la même structure, la table abonnée, la table des communications. Et cette fois-ci, une procédure stockée qui s'appelle Unarchive Communication et qui va, cette fois-ci, insérer dans la base initiale les éléments que je souhaite désarchiver et remettre dans la première base. Alors vous voyez qu'il me souligne ces éléments en bleu et il m'indique que ce n'est pas possible parce que j'ai une référence non résolue puisque cette base de données, il ne la connaît pas. Tout simplement,
dans mon projet, j'ai la possibilité ici d'ajouter une référence de type base de données. Donc je vais aller chercher mon premier projet et le mettre en référence. Jusque-là, tout va bien. Si ce n'est qu'il ne m'a rien changé. Alors pourquoi cela? Tout simplement parce que lorsque je crée une référence de base de données, ici il me met un nom de variable pour remplacer le nom de la base de données. Ici, vous voyez que dans mon script, j'ai mis le vrai nom de la base de données. Donc ici, je vais supprimer la variable et je vais mettre JSS 2014 démo crossref. J'aurais pu. Et là, je peux voir que donc, du coup, il me présente les éléments. Je l'ai ajouté en référence. Il me le souligne toujours, mais cette fois-ci parce que je n'ai pas encore buildé la solution. Dès que je compile ma solution, il résout les références. Très bien. Si je vais dans le premier projet, là, il n'a pas résolu la référence, assez logiquement, puisque l'archive n'est pas disponible. Alors, plein de bonnes intentions, je vais ajouter une référence vers le deuxième projet. Et là, il va bien évidemment détecter une référence circulaire et me le refuser. Donc, comment est-ce que je peux faire? Tout simplement, grâce au DACPack. Puisque, comme je viens de compiler le deuxième projet, celui-ci a généré un DACPack que je vais aller chercher pour l'ajouter en référence. Donc ici, je vais aller chercher le fameux DACPack. Même problème ici. Et là, il le résout automatiquement. Cette fois-ci, mes deux projets sont bien résolus. Et si je veux aller plus loin par la suite pour les builder de manière régulière, il est en général de bon ton de supprimer la première référence que j'ai mise et de mettre une référence vers le DACPack du premier projet. De manière à ce que ça persiste dans le temps et que ça continue à fonctionner en cross dans les deux sens. Voilà un petit peu comment on va résoudre nos problèmes de références croisées pour pouvoir builder notre projet et quand même le publier sur notre base de données. Donc c'est la publication des DACPack. Au passage, dans les références, vous avez pu voir qu'il y a des références spécifiques. C'est les bases de données système. SQL Server Data Tools embarque des DACPack pour ces bases de données système. Donc vous avez la base master, vous avez la base MSDB qui sont disponibles. Bien évidemment, pas la base TempDB puisque c'est totalement inutile, ni la base modèle puisque c'est vous qui la définissez en fonction de vos besoins. Mais ça permet de faire des références, par exemple, aux procédures stockées système ou aux vues système. Alors, le deuxième volet, c'est la partie intégration des projets BI. Il faut savoir que pendant très longtemps, SQL Server Data Tools, autrement dit depuis l'avènement de SQL Server 2012, Data Tools pour Visual Studio 2012 et 2013 n'est pas sorti pour la partie BI. C'est sorti qu'en avril de cette année. Vous avez une dernière version qui est même sortie le 27 octobre dernier. Donc vous avez le lien ici. Et sinon, sur le site Microsoft, ça se trouve assez facilement.
Et l'intérêt de ça, c'est de gérer l'intégralité des projets BI. Autrement dit, un seul outil, plus besoin d'avoir à la fois Visual Studio 2010 et 2013 installés sur votre poste, mais un seul projet. Alors je sais que ça s'adresse principalement à des développeurs BI, cette problématique, mais ça reste une vraie question. Pour les projets BI, donc, vous avez dans les projets à votre disposition un onglet Business Intelligence qui vient s'installer. Alors, ça s'installe séparément de la partie SQL Server Data Tools, qui, elle, s'installe avec Visual Studio 2013. Et pour l'installer, il faut savoir une chose, c'est que si vous avez un environnement, typiquement 64 bits, vous avez installé peut-être SQL Server en version 64 bits. C'est des choses qui arrivent. Eh bien, les services, SQL Server Data Tools BI, lui, n'existe que en version 32 bits. Tout comme Visual Studio, au final, s'installe toujours en 32 bits. Mais une fois que vous avez fait ça, en fait, il vous propose deux options quand vous essayez d'installer SQL Server Data Tools BI. Il vous propose soit de faire une nouvelle installation. Alors vous vous dites, non, j'ai déjà mon installation SQL Server sur mon poste. Soit de faire un enrichissement de l'installation existante. C'est en général le premier réflexe et c'est un mauvais réflexe. Tout simplement puisque, en fait, il essaie d'installer une version 32 bits alors que la version 64 bits est installée et il attend la fin, bien évidemment, pour vous le dire. Pour vous dire qu'il faut recommencer et choisir autre chose comme option. Donc il faut l'installer comme étant une nouvelle version de SQL Server. Pour autant, il ne vous propose que l'option SQL Server Data Tools, en fait, sur l'onglet suivant. Une fois que vous avez choisi ça, vous avez vos différents projets à votre disposition, sensiblement les mêmes que ceux que vous aviez auparavant dans les versions antérieures. Alors, pour cette démo, j'ai choisi de vous faire une petite démonstration toute bête, mais pour autant relativement efficace. C'est de vous dire qu'il y a une chose qui est juste horrible à gérer en reporting services depuis des années. C'est si jamais vous avez du texte à afficher et du texte justifié. Ce que j'entends par justifié, c'est justifié à gauche et à droite. Tout le monde sait faire des textes alignés à gauche, alignés à droite, centrés, tout va bien. Et dès que vous voulez un texte justifié sur vos rapports reporting services, c'est impossible. Eh bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un générateur d'images. Et ce générateur d'images va me générer le texte justifié, en fait. Alors pour ça, j'ai fait une petite base de données. Je vous rassure, je n'ai pas mis grand-chose à l'intérieur. Cette base de données, je l'ai appelée JSS 2014 Report. À l'intérieur, il y a une seule table qui est texte. Et dans cette table texte, si je vais dans la bonne base, j'ai deux textes, qui sont deux textes que j'ai auto-générés sur un site. Et à partir de ces deux textes, en fonction de l'ID que je vais sélectionner, je vais afficher ce texte de façon justifiée dans mon rapport. Donc, je prends mon rapport. Vous voyez que j'ai déposé simplement un composant de type image. Le texte 1, par exemple, je vais l'afficher sur une largeur de 1000 pixels par 330 pixels de haut. C'est pas du tout fait exprès. Et je peux voir que j'ai un texte qui est justifié à gauche et à droite, qui correspond effectivement à mes données initiales.
De la même façon, si je prends le deuxième texte, pour vous dire que c'est pas que du fake, j'ai mon texte qui s'affiche. Bien évidemment, si je change la largeur, hein, comme c'est une image qui est générée, peut-être pas en 8, mais la largeur s'adapte et le texte s'adapte automatiquement à la largeur. Donc, bien évidemment, là, le but, c'est de vous montrer que vous êtes dans le même environnement que tout à l'heure. Vous êtes en train de faire un développement BI et pour autant, vous avez la possibilité de développer vos rapports dans le même contexte Visual Studio. Toute cette partie report s'appuie au final sur un petit projet que j'ai développé pour l'occasion et qui en fait implémente du C#. Donc c'est un composant custom pour Reporting Services. Là encore, je suis sous Visual Studio, j'aurais pu tout mettre dans ma même solution de manière à avoir tous mes projets à ma disposition, aussi bien mes projets data que mes projets C#, que mon projet de reporting, tout dans la même solution, tout dans Team Foundation Server, de manière à conserver le versionning, l'évolution des éléments. Donc pour ceux qui ont fait des rapports, hein, la justification, c'est juste une horreur. Hein. Mon projet de report, là, en VSS, il supporte toutes les versions des CSRS ou que la dernière? Alors, il supporte tout depuis 2005. Donc même chose, hein, vous avez la possibilité de sélectionner les versions. Et surtout, il supporte 2014. C'est cette partie-là qui est nouvelle. Donc voilà. Alors sur la partie SSIS, même chose. C'est une évolution. Globalement, c'est sensiblement la même chose que ce que vous aviez sur Visual Studio 2012 ces derniers temps. Donc c'est arrivé en début d'année sur Visual Studio 2012, puis sur Visual Studio 2013. Vous avez une évolution graphique de SSIS, mais vous avez exactement les mêmes composants que ce que vous aviez sur 2010. Alors, il ne gère toujours pas bien le multiversionning puisqu'il considère les DTSX comme des fichiers entre guillemets binaires. Non, vous pouvez faire les versions. D'accord. Vous pouvez, oui. Vous pouvez choisir la version cible. Il y avait des problèmes entre 2008 et 2012 notamment. Donc voilà. Ouais, je remercie quand même le GUS pour cette organisation, puisqu'on arrive à la fin quasiment de la deuxième journée. Et j'espère vous revoir l'année prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez à remplir les évaluations. Vous avez des évaluations et en plus, vous pouvez gagner des cadeaux. Et vous pouvez remplir ces évals sur gus.pro/JSS. Est-ce que vous avez des questions ? 2010. Alors Visual Studio 2010 est tout à fait compatible avec Visual Studio 2013 en cohabitation, à savoir que j'ai les deux là sur mon ordinateur typiquement. Et j'ai les deux SS Data Tools. En fait, c'est le 2013 est désormais compatible puisqu'en fait, il s'installe spécifiquement dans un endroit dédié à Visual Studio 2013. Parce que les versions précédentes n'étaient effectivement pas compatibles. C'est une nouveauté de la version pour 2013. Alors, ça sert dans un certain nombre de cas et à commencer par le fait que vous travaillez parfois avec des petits camarades qui ont l'ancienne version et que les projets, eux, ne peuvent pas être réouverts avec l'ancienne version si jamais vous les avez ouverts avec la nouvelle.
Donc rien que ça justifie parfois d'avoir les deux versions. Oui, et ça c'est effectivement. En fait, c'est pour aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines personnes qui travaillent encore avec SourceSafe et que 2013 n'est plus compatible avec SourceSafe, étrangement. Par contre, maintenant, vous êtes compatible avec Git. Oui, tout à fait. On peut choisir... vous pouvez le faire en PowerShell. Vous pouvez sélectionner certains éléments. Par contre, la sélection est relativement faiblement discriminante. Vous n'avez pas quelque chose de très précis. Pas du tout comme le schéma compare. Vous avez beaucoup moins d'options que le schéma compare. Le schéma compare, vous avez vraiment une granularité à l'objet que vous voulez mettre à jour. C'était une question par rapport à l'outil Apex. C'est ce que dit. Oui, la partie Apex. Il compte s'orienter vers ce type, de projet plus dédié Alors, historiquement, donc pour les outils tiers, en fait, dont Apex, puisque c'est un éditeur de logiciels tiers, la problématique a toujours été chez Microsoft de maintenir un maximum de choses pour leurs sociétés partenaires. C'est le cas d'Apex. Donc je doute fort qu'ils viennent marcher sur leur plate-bande, en tout cas tant qu'ils n'ont pas l'intention de racheter Apex. Donc voilà, c'est vraiment séparé pour moi. Les deux éléments sont... Alors, est-ce qu'ils comptent faire évoluer leur solution? Oui, il y a fort à parier qu'elle continue à évoluer. Pour autant, voilà, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent et qu'ils aient la volonté d'aller au niveau de ce que propose Apex pour laisser quand même le giron à leur société partenaire. En général, c'est la politique historique de Microsoft. Mais merci à tous. Bonne fin de journée.